L'invité de la rédaction, Eva Soto, vous recevez ce matin Jan Jurovic, maître de conférence en droit international à l'université d'Evry, et il a notamment été aussi réviseur juridique pour la Cour pénale internationale. Jan Jurovic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J, là où les faits sont utilisés pour défendre soit Israël, soit les Palestiniens, et malheureusement aussi pour exonérer le Hamas. Posture de radicalité qui place actuellement l'opinion avant les faits. Peut-on encore parler de Gaza, d'Israël, du Hamas sans s'invectiver? On veut, on doit le faire. Et c'est à cet exercice périlleux et essentiel que nous nous livrons avec vous ce matin. Israël se retrouve isolé sur la scène internationale. Rien de nouveau puisque depuis 20 ans maintenant, à chaque opération dans la bande de Gaza, les condamnations pleuvent, notamment là, précisément, sur le fait qu'Israël ait coupé l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza durant 2 mois. Alors, comment est-ce qu'on qualifie ça en droit international? Est-ce qu'il y a une façon de le qualifier, le fait de couper l'aide humanitaire? Bien sûr, bonjour, vous posez beaucoup de questions à la fois. La première sur les invectives, je crois. Le droit est là justement pour éviter les invectives et pour reposer de l'objectivité dans la qualification des situations. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec le blocage de l'aide humanitaire. D'une façon générale, une puissance occupante comme Israël est obligée vis-à-vis des populations qu'elle a sous sa responsabilité, que ce soit des blessés, des malades ou la population civile. Et il y a une obligation, effectivement, de faire parvenir, d'assurer les besoins élémentaires de cette population, doublés par l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Jan Jurovic, les arguments d'Israël, c'est de dire oui, mais le problème, c'est que l'aide humanitaire qui était envoyée dans la bande de Gaza était pillée par des groupes terroristes, notamment par le Hamas. Donc, il a fallu couper cette aide pour réorganiser la distribution. L'examen de la fourniture de l'aide humanitaire sera fait lors d'un procès, éventuellement celui de M. Netanyahou et de M. Galland, et on verra à ce moment-là la défense de ces accusés et les arguments du procureur. Il est impossible aujourd'hui de répondre en l'état sur la qualification définitive de la situation. Ce qu'on sait, c'est que la population civile doit être protégée et qu'actuellement elle ne l'est pas. Jan Jurovic, est-ce qu'il existe une guerre dans le monde qui n'a pas produit de crimes de guerre? Non. Ça n'existe pas, malheureusement. Il n'existe aucune armée en campagne dont l'objectif est tout de même de se déplacer avec des armes, de ne pas commettre de crimes de guerre. Cela est impossible. Mais notre branche du droit vise à limiter les souffrances de la guerre et à limiter les exactions qui peuvent découler de ces hostilités. On est dans un monde de violence, vous devez le comprendre. Ce monde de violence doit être encadré, il l'est par le droit et on fait au mieux. Mais cela est inhérent à toute forme de vie civile. Pensez à la circulation avec vos véhicules automobiles et vous verrez bien qu'il y a des violations du code de la route tous les jours. Ça ne veut pas dire que d'une façon générale, l'armée israélienne est une armée brutale ou criminelle. Il y a ponctuellement, pour le moment, des crimes de guerre et il y a peut-être au niveau gouvernemental des ordres visant à commettre des crimes de guerre. C'est ce que le procureur de la Cour pénale internationale pense et lors du jugement de M. Netanyahou et M. Galland, on verra ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a, d'après vous, Jan Jurovic, une focalisation spécifique sur Israël? Parce qu'on voit, il y a là aussi la situation en Chine, par exemple, avec les Ouïghours ou les Rohingyas en Birmanie, qui sont aussi des minorités majoritairement musulmanes, comme les Palestiniens. Est-ce que vous pensez qu'il y a une focalisation spécifique sur ce que fait Israël ou pas? Alors, dans les médias, c'est possible, dans les tribunaux, non. Dans les médias, c'est évident, même. En ce qui nous concerne, si vous prenez le cas de la Cour pénale internationale, les situations que vous évoquez sont soumises à sa compétence. Enfin, je parle des Rohingyas. Pour la Chine, ce n'est malheureusement pas possible sur son comportement avec les Ouïghours ou avec les Tibétains, d'ailleurs, pour des raisons de compétence de la juridiction. Mais la focalisation que vous évoquez relève d'une appréciation qui serait plutôt politique et j'aurais du mal à m'aventurer sur ce terrain. Ce n'est pas mon métier. Il y a aussi des ONG comme Amnesty International qui parlent d'un génocide. C'est aussi le cas de partis politiques comme LFI qui parlent également de génocide à Gaza. Est-ce qu'il y a génocide ?
il n'est pas sérieux de répondre aussi rapidement à une telle question. Le génocide, sans être le plus grave des crimes, contrairement à ce qu'on a entendu, il n'y a pas d'hiérarchie entre crime de guerre, crime contre l'humanité ou crime de génocide en droit international. Il faut bien comprendre ça. Il y a donc, ça rejoindra votre première question, une focalisation sur ce terme parce que les gens y placent un affect qui n'existe pas dans la réalité. Alors, quant à analyser la politique menée par le gouvernement israélien actuellement à Gaza, qui, à mon sens, est éminemment critiquable, elle fera l'objet d'un jugement. Je doute qu'on y trouve un jour les éléments constitutifs du crime de génocide, qui sont nombreux. N'oubliez pas qu'on fait du droit pénal et qu'il est très très difficile c'est un droit très rigoureux et donc il est difficile de rassembler les éléments constitutifs. En revanche, ce qu'on peut déjà noter, c'est que le procureur de la Cour pénale internationale, dans les mandats d'arrêt qu'il émet contre le Premier ministre israélien, notamment, et contre son ancien ministre, n'a pas évoqué le chef d'accusation de génocide. Et contrairement aux idées reçues, la Cour internationale de justice, qui est une juridiction très différente, puisqu'elle tranche dans les différents juridiques entre les États, c'est pas une juridiction pénale, dans ses décisions conservatoires, n'a pas dit qu'il y avait génocide, elle a même dit le contraire. Enfin, le communiqué que fait la présidente de la Cour exclut le mot génocide. Il n'y a pas non plus de risque de génocide, cela n'existe pas, ce n'est pas dans les décisions, et de plus c'est un non-sens juridique, parce qu'il y a génocide, ou bien il n'y a pas génocide dans une réalité. Le risque de génocide est une notion contradictoire en soi. Quel regard, vous, en tant que spécialiste du droit international, vous portez sur ces accusations de génocide faites contre Israël, dont certains, on est obligé de le reconnaître, se repaissent un peu? Dont certains sont... Se repaissent, enfin, ça veut dire... Pardon. Voilà. Je sais ce que veut dire se repaître, juste je n'avais pas entendu. Je crois que j'ai presque déjà répondu ici en vous disant que les personnes que vous invoquez et qui allèguent de la notion ou du fait de génocide n'ont aucune capacité d'analyse sur cette situation. Seule une juridiction pourra nous dire ce qu'il en est. Moi, je ne vois pas en quoi LFI aurait son mot à dire. Je n'y vois pas des juristes de droit international. Rima Hassan, qui a été notre étudiante, n'est pas non plus la plus spécialiste de la question. Pourquoi ? L'argument... Pourquoi elle n'est pas la plus spécialiste de la question? Mais parce qu'elle n'est pas professeure de droit international, elle n'est pas experte dans la matière. Elle a fait quelques études, elle a fait effectivement un master 2, c'est très bien, elle a des notions de droit international qui n'autorisent pas encore aujourd'hui suffisamment à poser un verdict éclairé. Elle n'a pas publié, elle n'est pas auteure de doctrine sur la question, mais on en trouve, malheureusement, la situation est divisée en deux camps, et cette invocation du droit international faite à l'envi par nombre de responsables politiques montre aussi des incompétences de tous bords. Pas seulement chez LFI, mais également chez ceux qui se voudraient les soutiens d'Israël et qui allèguent et qui se reposent sur un droit international qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, le droit international, pour ce qu'il sait faire, est assez clair. L'intervention israélienne à Gaza est illégale sur son principe. Et le Hamas le 7 octobre, c'est pas des crimes de guerre? C'est quoi? Alors, ce que j'ai essayé de vous expliquer déjà tout à l'heure, c'est que, premièrement, il faut distinguer l'intervention sur son principe et les modalités de l'intervention. Sur l'intervention, évidemment, l'attaque du Gaza est totalement illégale. Sur ses modalités, il faut examiner les actes un par un. Il y a ici, à l'évidence, dans le cadre d'un conflit armé entre un État et une entité non étatique, des crimes de guerre, donc le non-respect des lois et coutumes de guerre par ses combattants, ou ses terroristes, vous y allez comme vous voulez, finalement ça ne nous importe peu. Il y a sûrement des crimes contre l'humanité commis contre la population civile israélienne. Et enfin, à mon sens, cet avis n'est pas forcément partagé par tous, un acte de génocide qui vise à détruire le groupe national israélien ou le groupe religieux israélien, voyez-le aussi comme vous voulez, comme tel. Donc ici, moi je dirais qu'il y a moins de doutes sur la qualification de l'opération du 7 octobre que sur les différentes opérations israéliennes. Mais les différentes opérations israéliennes devront être analysées une par une, individuellement. C'est quasiment ciblage par ciblage, balle par balle, fusil par fusil, que les juges, dans un travail extrêmement compliqué, devront déterminer si chacune de ces opérations est criminelle de guerre ou pas. Merci beaucoup pour ces éclairages très précieux, Yann Jurovitch, maître de conférence en droit international à l'université d'Evry et notamment réviseur juridique pour la Cour pénale internationale. Merci. Eva Soto, Charlène Villemer.